Je m'excuse pour les quelques minutes de retard, mais les dossiers ministériels qui se profilent, c'est de compliqué, tout le monde a tiré la couverture ce soir. Donc, c'est compliqué. Tout le monde est sur le gouvernement, mais après, il y a quelqu'un qui les sangle, tout le monde ne peut pas rencontrer. Bon, alors on va faire l'appel, c'est ça? Conseil municipal, merci à toutes et à tous pour votre présence. Madame Zampiero, pour l'appel. Chio, Madame Régine Bourgade, Monsieur Jean-François Bérenguel, Madame Françoise Amargé-Pajon, Monsieur Vincent Martin, Madame Elisabeth Métrenel, Monsieur François Roubin, Madame Aurélie Maillot, Monsieur Alain Combe, Madame Marie Paoli, Monsieur Raoul Dalle, Madame Galia Tami, Monsieur Francisco Silvano, Madame Patricia Rousseau, Monsieur Nicolas Troutouin, Monsieur Philippe Torres, Madame Catherine Thuin, Monsieur Thierry Jacques, Monsieur Christophe Lacasse, Madame Stéphanie Morin, Monsieur Aurélien Mandevorde, Madame Sonia Minesmas, Monsieur Nicolas Rousson, Madame Valérie Prémolière, Monsieur Francis Tursac, Monsieur Bruno Portal, Monsieur Karim Abed, Monsieur Philippe Pouget, Madame Emmanuel Soulier, Madame Sadé Meyer, Monsieur Jérémy Bringer et Madame Michel Jacques. Merci, Madame Zampiero. Le pouvoir de Aurélie Maillot, Jean-François Bérenguel, de Stéphanie Morin pour M. Saint-Martin, de Nicolas Rousseau pour M. François Roubin, de Francis Tursac pour Valérie Prémolière, de Nicolas Trouteux pour Mme Zampiero et de Mme Catherine Thuin pour M. Aurélien Mandevorde et de Galia Tami pour M. Thierry Jacques. À l'ordre du jour, l'approbation du PV et les communications de décision prises en vertu de la délégation de pouvoir reçue du plan d'urbanisme, des ressources humaines et de la commande publique avec un point central autour de l'Uratorium. Donc on désigne le secrétaire des services. Je vous propose de désigner Mme Régine Bourgade. Et donc, on va commencer à l'ordre du jour avec l'approbation du PV de la CS le 14 décembre. On va faire les commentaires. Monsieur Oui, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, une demande de rectificatif. Page 3. J'ai indiqué que Mme Michel Jacques siège au conseil municipal depuis 7 ans. C'est une erreur, bien entendu. Ça fait plus de 20 ans qu'elle siège au conseil municipal et on demande donc de rectifier cette formule. Page 3. Deuxième observation, qui est une redite, encore une fois. Nous avions demandé lors d'un conseil municipal précédent d'identifier les conseillers municipaux qui soit s'abstenaient, soit voter contre. Et vous l'avez fait une fois, mais vous refaites encore la même erreur, à savoir qu'on ne sait pas qui s'oppose et qui s'abstient, alors que c'est quelque chose d'absolument logique et normal. Et ça apparaît dans 8 points consécutifs durant ce procès verbal. Donc nous vous demandons encore une fois d'identifier clairement pour les prochains conseils municipaux, les élus municipaux qui s'abstiennent ou qui votent contre. Puisqu'il s'agit de la deuxième fois, la deuxième erreur consécutive, on va s'abstenir sous son conseil. En fait, quand vous avez 17 ans, on a repris stricto sensu ce que vous avez dit au cours de la séance. Effectivement, Michel Jacques est là depuis le mois de 2000. Alors autant pour moi. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions à notre 4 et les autres sont favorables? Je vous remercie. Des décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir reçu. J'ai bien arrêté 54 autorisant la signature du marché d'exécution de services de transport scolaire pour les villages, avec la SAS Bourré, la SAS 4 991 € hors taxe par an, parce que ce prestataire était titulaire au cadre du marché global. J'ai désisté, a fait savoir que c'était
donc avec la SAS remontant de 79 322 hors taxe. Un arrêté pour les tarifs de la parité de patinoire, c'était arrêté 5 € l'heure et 3 € la demi-heure, sachant que le patinoire vient de fonctionner un peu plus qu'en 2019, 3300 et quelques pratiquants. Un arrêté 165 pour l'arrêté des tarifs 2023, le 166 arrêté autorisant le dépôt de subvention de la région Occitanie et du département de la Lozère pour la saison culturelle. On a demandé 30 000 € à la région et 30 000 € au département. Un arrêté 170 autorisant la signature d'un marché de prestation d'assurance à la commune de Mende pour le lot numéro 1, le dommage au bien avec Groupama, au montant de 4 598 centimes de TC. Le lot numéro 2, responsabilité civile, toujours avec Groupama pour 6 597,72 €, toujours TTC. Un arrêté 171 approuvant le bail avec la DDE DSPP à la cité administrative, c'est l'ancienne DCSPP. 153 518,13 € par an sur le bail pour un bail de 9 ans. Un arrêté 172 approuvant le bail avec la DDFIP, donc la DCFIP à la cité administrative. Chaque fois, c'est 2 étages. Donc pour la DDTEPS, c'est 2 étages, pour la DGFIP, c'est 2 étages. 163 696,57 €, il y a quelques écarts parce que c'est pas la même surface. Et puis un arrêté 173 donc avec le NAC, toujours à la cité administrative, pour 15 369,15 €. Là c'est une petite surface, c'est toujours par an. Et puis avec le département de la Lozère pour les 2 derniers étages, donc 138 735 € hors taxe par an, et donc là aussi pour une durée de 9 ans. Donc on a sécurisé, je pense, 9 ans supplémentaires. Donc on avait une première période de 9 ans qui court du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2022. On a sécurisé pour 9 ans de plus cette location et donc le budget annexe de la mairie de Mende sur la gestion de la cité administrative. Il nous restera après, il nous restera encore une petite dizaine d'années où il y aura encore beaucoup d'emprunts, mais après 2040 ou 2041, la cité administrative commencera à produire des revenus certains pour la commune de Mende, bien entendu, si elle est toujours louée et si elle trouve des fonctionnaires dedans. Il n'y a pas de raison qu'elle se vide du jour au lendemain. Voilà, on va passer au point numéro 1. Oula, 2 questions. Ouais, c'est parti par les dames. Bonjour. Donc moi c'était par rapport au dernier arrêté concernant le bail avec le département. J'ai compris que visiblement ce bail avait été renégocié à la baisse. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Et que dans le bail, tous ont été renégociés à la baisse, d'accord. Et que dans le bail, par ailleurs, il n'y a pas de certitude qu'il aille jusqu'au bout de l'emprunt. Sur les 9 premières années, c'est tous la même rédaction des baux. Il y a une possibilité de se dédier pour les preneurs sur une période de 3 ou 6 mois, ils peuvent effectivement quitter le bail, mais c'est comme dans tous les baux de location. Et donc tous ont été révisés à la baisse. Parce que l'estimation de personnel a été revue à la baisse. D'accord, merci. On verra dans les cotes, alors on verra dans les cotes de 2022, je ne sais pas, mais vous verrez en 2023 que ça reste malgré tout une opération équilibrée. Quand il s'est loyer, on couvre largement un peu de marge pour envisager les travaux d'entretien dans les temps à venir, on couvre largement les emprunts qu'on a sur la cité administrative, bien évidemment. Monsieur Boulet. Oui, en fait, ma question sera le prolongement de celle-ci. J'ai bien noté qu'il s'agit de renouvellement, mais ma question était la suivante, en effet, quelles étaient les modifications? J'ai une réponse partielle.
Mais quant à la baisse, quel pourcentage vous voyez? Ça dépend, elle est plus importante avec le département qu'avec les autres services de l'État qui ont été beaucoup plus inclins à la négociation que le département. Donc avec les services de l'État, ils ont accepté le prix du domaine plus 10%, et le département a accepté le prix de domaine. Vous avez votre réponse? Non, mais je voulais avoir une idée en termes de pourcentage, c'est-à-dire c'est moins 10, moins 10. En fait, la base, c'est le prix du domaine. Oui. Donc, avec la DGFI, les DCSPP ou les DCSPP, l'ONA, on a pratiqué les 10%, ils ont accepté. Le département a accepté les 10% supplémentaires. Donc, on a, compte tenu que l'opération reste quand même équilibrée, on s'en est tenu, donc on a au prix du domaine. C'est bon? Sur le point numéro 1, sur l'évaluation de restauration et immobilière, donc, il y a une déclaration de service public qui a été signée en février 2018 sur 9 immeubles dans le cadre de l'OPH ORI pour permettre la recherche des propriétaires de ces immeubles, puis les inciter à rénover, à refaire leur immeuble en totalité, en intérieur, extérieur. Un certain nombre de ces immeubles aujourd'hui n'ont pas été au bout de la démarche. Il reste l'immeuble de la place du Mazet, les deux immeubles de la rue Notre-Dame et un immeuble dans la rue de l'Épine. Donc il vous est proposé, je ne vous lis pas la totalité de la note de synthèse, mais il vous est proposé aujourd'hui de poursuivre cet arrêté pour continuer l'ORI, pour permettre d'arriver au bout de ces restaurations immobilières et donc de renouveler pour 5 ans la possibilité de proroger l'arrêté préfectoral. Je vais y arriver. voilà, est-ce que vous avez des questions? Madame Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers, je voulais savoir si vous pouviez nous détailler la procédure de sélection de ces immeubles, justement, et des biens de cette opération. Est-ce qu'il y a une commission qui est en place? Comment ça se passe? Ça a été fait en 2018 avec donc, un opérateur qui a été choisi par consultation et ça a été fait en consultation avec le service urbanisme où on avait déterminé les immeubles qui étaient le plus proche de l'îlot du musée parce qu'il nous semblait que c'était cela qu'il fallait réhabiliter en premier avant d'étendre autour des autres. Donc les immeubles ont été visités, les propriétaires ont été rencontrés, pas pour tous, puisque ce qui reste, c'est que les propriétaires soit sont décédés et les descendants ne sont pas connus ou ne s'intéressent pas du tout au bien. Pour d'autres, ils sont à l'étranger, donc il a fallu des procédures très longues avec des courriers amenés aux États-Unis, et à Russie aussi, par l'intermédiaire d'avocats. Et donc, c'est comme ça que les immeubles ont été identifiés. Et ils sont tous, il y en a un qui est sur la place du Basel, c'est à l'arrière du musée, un qui est rue de l'Épine, c'est en face du musée. Les deux qui sont un peu excentrés, c'est ceux de la rue Notre-Dame. Mais à un moment donné, c'est deux immeubles qui ont un cachet particulier et qui semblaient intéressants de conserver et de réhabiliter compte tenu de leur aspect patrimonial. c'est pas impossible d'ailleurs qu'on rajoute d'autres immeubles. Je suis convaincue
convaincue de la nécessité de cette ORI et je suis convaincue de la valeur patrimoniale de ces bâtiments. Mais en revanche, est-ce que vous avez déjà idée de ce qui pourra être la destination de ces immeubles? Est-ce que ce seront des immeubles d'habitation ou est-ce que c'est une extension du musée? Parce que pour moi, une ville, un centre-ville vit s'il y a aussi de l'habitat de qualité qui fait vivre tout le centre, qui fait vivre les commerces de bouche, etc. Donc il ne faut pas que la ville se muséifie, il faut qu'elle vive le centre-ville avec des gens qui soient en capacité de la faire vivre. Effectivement, cet immeuble qui donne sur la place du Madeleine, c'est l'immeuble La Maison Baille. Donc il a été question de l'emprise foncière du musée. On m'avait dit peut-être cette maison peut rentrer dans l'emprise foncière, mais en fait ça a rajouté des mètres carrés à la restauration et ça a rajouté du temps par rapport à la procédure, puisqu'aujourd'hui encore on n'est pas au bout. Le 25, c'est-à-dire demain, on a le commissaire de la République qui vient pour une dernière estimation. Donc c'est pas fait aujourd'hui, à ma connaissance, pour être un rajout au musée. C'est plus pour de l'habitat ou peut-être même du commerce en rez-de-chaussée parce que ça va nous mettre sur une place intéressante à utiliser en termes de commerce. Je pense que de l'habitat qualitatif en centre-ville est peut-être insuffisant et permettrait de faire vivre pour éviter que ce soit une ghettoisation et une vie de musée. Il travaille à ça depuis un certain temps. Après, la difficulté qu'on a sur le périmètre du musée, c'est que chaque fois qu'il y a un bâtiment qui se vide, que ce soit la collectivité ou le privé, il y a des fouilles qui sont imposées. Déjà qui sont beaucoup de temps, ça rajoute du temps. On est en train d'essayer de sortir péniblement de la rue de la Liberté, je m'adresse et le Pays Canel, là. Les travaux, je crois qu'ils sont finis. Ça fait 5 ans. Derrière, sur la partie nord, il y a le privé. Je n'ai pas le nom, mais pareil, il y a des fouilles qui ont été posées. Donc, à la maison Baille, on va y avoir un aussi. Il faut le savoir. Donc la maison Baille, elles sont réhabilitées, c'est comme si regarde. Voilà, mais peut-être donc on va proposer d'autres de ces habitations qui n'ont plus de propriétaires forcément ici sur place et qui sont bien entretenues. Peut-être prochaine OVH. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Le point numéro 2, c'est la constitution de servitude d'investissement de raison entre la ville de Mende et l'Église pour le hameau du Mas. Monsieur Thierry Jacques. Cette réalisation nécessite la mise en place par une église sur une base de 3 mètres de large, une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 3 mètres, ainsi que ses accessoires sur la parcelle AD 293 et AD 306 dans cette commune de Mende, qui était dans la commune de Mende. La convention est conclue à titre gratuit. Il est proposé de consentir à une servitude de façon réelle et perpétuelle relative à la mise en place sur une base de 3 mètres de large, une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 3 mètres ainsi que ses accessoires sur les parcelles AD 296 et AD 306, commune de Mende. D'autoriser M. le maire à signer la convention de servitude entre la ville de Mende dont le projet est prêt en annexe. Autorisez M. le maire à signer les actes authentiques à intervenir. Merci M. Thierry Jacques. Donc là, on y travaille depuis un certain temps, ça parle d'un temps fou là aussi. Donc l'engagement qu'on avait pris lors de la campagne des élections de 2020, c'est que sur ce mandat, on fournirait, en plus de bricoles qu'on est en train de faire au centre-ville, mais on fournirait ce qui restait à faire sur les 4 hameaux, Château-Jaune, Le Mas, Vamours et Chamonix. Donc là, cette année, on devrait faire Vamours et Le Mas. Voilà, mais ça fait... C'est très long, c'est des procédures très longues, tout simplement. Mais on y arrivera. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions par rapport à l'activité? Le point numéro 3, c'est la vente
la parcelle AK 1066 pour 172 mètres carrés au plus de 7160 euros. Monsieur Julien Hall, AK 1067 pour 130 mètres carrés 4140. Monsieur et Madame Chagnan, la parcelle AK 1068 50 mètres carrés au plus de 3240 euros. Madame Lydie Valentin, AK 1062 106 mètres carrés 3150 euros. Monsieur et Madame Raymond, AK 1070 144 mètres carrés 1304 euros. Monsieur et Madame Tuzé, AK 1071 240 mètres carrés au prix de 6120 euros. Il sera précisé dans l'ordre d'acquisition de monsieur et Madame Tuzé que le servitude non édificante sera créé au passage de canalisation, dont un plan sera annexé à la présente délibération. D'autoriser la vente par le contenant de la conversité ci-dessus, des dites parcelles, fait de géomètre et de dernier à la charge des agriculteurs, et d'autoriser le maire à signer l'acte de vente à intervenir à l'office notarial de maître Annie Chabar-René d'Arbon et Bertrand Campier-Amande à l'école Amande. Merci Madame Paul, merci donc tout le monde s'est touché sur la porte de la ville. Oui, de l'oublier, dans le cadre de l'investissement sur ce terrain qui était destiné à l'époque, il y a fort longtemps, à faire la déviation de Vannes. Donc à l'ouverture, on peut vendre un certain nombre de terrains et permettre aux endroits des gens qui arrivent de construire leur habitation. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Brigitte. Oui, une petite question. La dernière maison qui se trouve du coup au niveau des vignes, elle n'a pas souhaité acquérir non plus le terrain. Sinon, il sera avec vous êtes. D'accord. Des oppositions, des abstentions. Le rapport est adopté. Point numéro suivant. Convention technique avec la SAFER Autonomie pour étude sur l'unième section de la section de Charlie, Chavannes, Remas et Baoulou. La commune demande les gestionnaires sur la propriété sectionnelle. Elle a sollicité la SAFER Occitanie pour assurer le recensement et la valeur vénale du patrimoine foncier des biens de section de la commune, d'étudier les diverses possibilités de communalisation selon les sections et d'assurer les documents contractuels qui s'y attachent. Il convient dès lors de mettre en œuvre sur le plan technique et juridique. Monsieur le maire propose de passer une convention de concours technique avec la SAFER pour la mission suivante: études foncières et spécialisation des enjeux fonciers globaux, extraction cadastrale, identification de la propriété sectionnelle, récupérage cartographique sur fond parcellaire et sur orthophotoplan, état des lieux global des parcelles sectionnelles, intégration des contraintes réglementaires par le PNU et les cartes communales, et les aspects environnementaux, zonage d'inventaire et de protection. Inventaire des terres à vocation agricole et recensement des attributaires agricoles, analyse des principaux usages actuels et des principaux régimes en place, bilan des utilisations et délimitation globale des espaces agricoles et forestiers, impression support papier format A4A0, export image, restitution et présentation des résultats aux élus locaux et partenaires. Évaluation foncière, recherche de référence de prix, récapitulatif du contexte réglementaire, rédaction d'un rapport d'évaluation, restitution et présentation des résultats aux élus locaux et partenaires. Ensuite, expertise juridique globale, recensement et synthèse des éléments juridiques de portée globale, étude des modalités de réaménagement possibles, synthèse des différents protocoles d'accord existants, établissement d'un protocole de communication, appui aux différentes réunions, établissement du projet de délibération du conseil municipal, établissement des différents documents contractuels, et enfin restitution et présentation des résultats aux élus locaux et partenaires. Dispositions financières, coût de la mission, phase 1 500 €, phase 2005, phase 3 2000 pour un total de 4000 €. Il est donc proposé de donner mandat à Monsieur le maire pour signer tous les documents relatifs à cette opération et d'inscrire les crédits nécessaires au budget. Merci Madame la Trésorière. Oui, ça fait déjà pas mal d'années qu'on travaille avec la SAFER Lozère sur cette question de propriété, on les utilise souvent. Donc l'idée c'est de faire un point général sur ces sections, de savoir de quoi
territoire aura besoin dans les années à venir pour continuer à construire la ville, de quoi on aura besoin et avoir un point de situation par rapport à ces sections-là. Je vous laisse la parole dessus. Oui, monsieur le maire. La commune envisage de communaliser les biens sectionnaux, autant dire que vous avez déjà pris la décision, c'est de le faire. Et je ne peux et pouvons nous empêcher de faire le lien avec les biens de section que constitue l'école de Chavry, lors de laquelle vous avez roulé tout le monde dans la farine. Bon, je ne vais pas revenir dessus, mais je pense qu'à l'examen et à la lecture d'un post que j'ai vu sur la page Facebook d'un de vos adjoints, j'ai vu qu'en lieu de lieu d'habitation, de l'immobilier pour une famille et pour l'extension de famille, il s'agissait en fait d'un investissement locatif, puisque j'ai vu que ce bien était maintenant loué à un prix que je ne citerai pas, mais nous sommes loin de l'annonce qui avait été faite, à savoir d'en faire un lieu d'installation pour une famille. Mais peu importe, là nous sommes toujours sur les sectionnaux. Et quand j'ai dit que vous envisagez de communaliser, je pense que la décision est faite, parce que vous avez vu quand même tout l'intérêt qu'il y a de s'approprier légalement, c'est un vol légal, des biens qui n'appartiennent pas à la commune. Vous avez vu tout cet intérêt parce que ça peut rapporter de l'argent à la commune, et j'ai l'impression que vous cherchez effectivement d'argent. Quand vous dites de communaliser, vous bafouez le droit des membres de la section et des attributaires, parce que vous allez sortir ces biens du régime des sections de communes, les sections de communes qui obéissent aux dispositions de l'article 2411 du Code général des collectivités, qui sont strictes sur le plan de l'attribution, strictes sur le plan des loyers, strictes sur le plan de l'usage, du changement d'usage et de la vente des biens. Vous voulez sortir ces biens des sections pour en faire des biens communaux. L'article 542 du Code civil dit que les biens communaux appartiennent à une communauté d'habitants ou d'une ou plusieurs communes. Les régimes juridiques n'est pas du tout le même. Et je vois derrière ce projet-là votre intention de s'approprier des terres qui seraient, pourquoi pas, actuellement agricoles, que vous convertiriez en terres constructibles. Vous voulez les approprier, vous voulez les enlever aux ayants droit et aux membres de la section pour en faire qui des projets, on l'a dit tout à l'heure, de construction, mais vous vous heurtez et vous affrontez et vous êtes pour le coup complètement en rebours de l'histoire. Je rappelle que les biens sectionnés, ce sont pour la plupart des biens qui ont fait l'objet de dons seigneuriaux au XIIe siècle. Lors de la Révolution, la création des communes, ces biens collectifs qui appartenaient à une partie d'habitants d'une commune ont été préservés et les révolutionnaires les ont laissés à part des communes. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des droits qui sont attachés à ces biens. Ces droits, ils sont pour le coup ancestraux. Et communaliser, ça veut dire, moi, commune, j'embarque tout ce qui ne m'appartient pas et j'en fais ce que je veux. Le régime est différent en matière de biens communaux parce que dans cette hypothèse-là, et nous ne pouvons pas vous donner de nouveau un chèque emploi, parce que vous allez pouvoir, s'agissant de biens communaux, dans l'absolu, ne plus les attribuer aux exploitants agricoles, alors qu'ils sont prioritaires actuellement quand il s'agit de biens sectionnaux en ce qui concerne les biens agricoles et pastoraux. Vous allez pouvoir les vendre à qui vous voulez. Vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez et vous allez pouvoir bafouer le droit, même d'affouage des ayants droit et des membres de cette section à votre bon vouloir. Donc, cette étude, vous l'avez clairement détaillée, il n'y a pas de difficulté, mais au final, c'est quand même, vous allez me dire maintenant, c'est quand même la volonté de communaliser. Moi, j'appelle d'ores et déjà tout le monde, et je dis tout le monde, les ayants droit attributaires pour ces exploitants agricoles et les membres de la section. J'appelle d'ores et déjà à se préparer parce que si vous allez au bout de votre projet, vous le savez sûrement, vous serez contraint de consulter les membres de la section. Le pourcentage requis était de 2/3. D'ailleurs, c'est une proposition de loi du sénateur Bertrand de l'époque qui a ramené ce pourcentage à 50%. La communalisation ne pourra pas intervenir si 50% plus une loi des ayants droit s'y opposent. J'appelle d'ores et déjà, parce que c'est vraiment contre leur intérêt, cette communalisation, j'appelle les ayants droit et les membres de la section plus largement, d'ores et déjà se préparer à s'opposer à cette communalisation, et lorsqu'il y aura consultation, mais nous ne manquons pas de les informer des conséquences que ça pourrait avoir sur leurs propres droits et sur les droits spécialement des exploitants agricoles. Parce que pour l'exploitant agricole, je vois vous impatienter, mais je vais quand même terminer, il ne faut pas oublier que les
les exploitants agricoles bénéficient de priorité, je le répète, cette priorité n'existera plus quand il s'agira de biens communs. Alors, je ne savais pas que vous lisiez la demande de café, mais je crois que vous essayez de lire, la demande de café, mais vous n'avez pas du tout senti ni compris l'intention. Alors, pas du tout. Parce que, comme vous, moi je suis attaché au droit de propriété, donc je ne vois pas pourquoi on irait communaliser l'ensemble de sections qui représentent à peu près ça. Il y a pas mal de bois, il y a des terrains agricoles, mais pas avec une forte valeur agricole. Pour être tout à fait, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose, mais c'est pas quand même une valeur agricole forte. Par contre, c'est intéressant, dans la perspective de l'avenir, de voir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut, justement dans le cadre de la construction de la ville, parce que ça, on l'a déjà fait, on le refera si elle a besoin. Par exemple, on a besoin sur une compensation de la rocade ouest, de parcelles qui sont à la tombée du poste de Change-Fège, pour les mettre à disposition, je ne sais pas combien des 30 ans, je crois, au CERF France qui va gérer ces terrains-là avec le land agricole. Donc ça, on a besoin effectivement qu'on puisse prendre une délibération ici, une conseil municipal, pour pouvoir aller dans ce sens-là, puisque ces terrains-là, ils sont clairement inscrits dans l'arrêté de construction de la rocade ouest, ils sont clairement ciblés comme étant, pas potentiellement, mais véritablement, pouvant servir les espaces qui ont été entre guillemets détruits pendant la construction de la rocade. Donc il y a des choses à faire, il y a autre chose à faire. Je pense que vous êtes là, vous voulez encore une fois stigmatiser, aller dire que le maire il veut tout s'accaparer comme dessus. Vous restez dans votre discours binaire, c'est très bien. Restez-y. Est-ce qu'il y a des oppositions? Notre 4, des abstentions, 3, les autres sont favorables, je vous remercie. Le point numéro contrat collectif d'assurance. Alors, François de Marger. Oui, donc par la délibération du 14 décembre 2017, notre Assemblée a adhéré à la convention d'articulation conclue par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la pour une durée de 6 ans avec la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale. Cette convention propose aux agences deux niveaux de couverture, le niveau socle et le niveau plus, au titre de la protection sociale complémentaire. Notre collectivité participant à hauteur de 20 euros sans pouvoir excéder bien sûr le montant de la cotisation. Par courrier adressé à la collectivité en février 2022, le Centre de gestion a sollicité l'avis au fait de modification du contrat collectif d'assurance santé à la division facultative. L'avenant a signé porte sur deux objets. Conformément à l'article 18 des conditions générales du contrat collectif d'assurance santé à la division facultative concernant l'évolution des cotisations, les taux de cotisation des actifs seront élevés de 8% suite à l'application des conditions de révision prévues en cas d'aggravation de la sinistralité. Par ailleurs, concernant le délai de versement des prestations, à compter de la réception de l'ensemble des pièces du dossier et sauf en cas de force majeure, les prestations sont versées dans un délai maximum de 20 jours. Il vous est donc proposé d'approuver ce projet de l'avenant collectif d'assurance santé à la division facultative avec la MNT et le centre de gestion, d'autoriser Mme Régine Bourgade, la première adjointe, à signer le petit projet d'avenant et d'autoriser M. Maire à accomplir l'ensemble des démarches et à signer l'ensemble des pièces relatives à la mise de cette décision. Merci Mme Françoise Marger-Breton. Vous avez vu qu'on prend avec cet avenant 8% d'augmentation. C'est la conséquence de tous les arrêts de travail depuis 3 ans qui souffrent le jour avec la problématique du Covid, particulièrement, principalement. Et donc, ça manque sensiblement et ça, je crois que ça convient par les choses. Vous avez une question, des oppositions, des abstentions, c'est adopté. Au point numéro 6, c'est la DSP concernant la réalisation et l'exploitation des programmes sur la demande. Elisabeth Ministre-Nani. Face à l'augmentation et au vieillissement de la population en France chaque année, le nombre de décès va s'accroissant malgré les gains d'espérance de vie. Le département de la Lozère ne fait malheureusement pas exception à la règle.
Parallèlement, la part de l'incinération est passée de 1% des obstacles en 1979 à 32% en 2012. Près de 170 000 crémations sont proposées chaque année. Selon un sondage du Forum de Genève réalisé en août 2010, plus d'un Français sur deux souhaite être incinéré. Après une procédure infructueuse en collectivité en 2016 en vue de la réalisation d'un crématorium, la conjoncture semble s'enrichir et permet de discerner la viabilité d'une telle activité. Une première délibération a été prise le 30 août 2022, la numéro 19562, pour lancer une nouvelle procédure de mise en concurrence et mise en condition de contrat public dans ce domaine. Cette première délibération mentionnait une durée de 20 ans pour le futur contrat. Il s'avère, suite à l'étude technique réalisée par l'assistant en maîtrise d'ouvrage recruté pour la passation de cette procédure, que le coût des travaux est substantiellement plus élevé que ce qui a été envisagé lors de la première délibération. Il a donc été décidé de proposer une durée plus longue de celle de 20 ans, proposée initialement pour permettre aux opérateurs d'amortir les investissements qu'ils financeront. En vertu de l'article L. 1413-1 du Code général de collectivité territoriale, la commission consultative des services publics locaux de la ville de Mende se réunira le 23 janvier pour donner son avis sur le principe qui recouvre à la délégation de services publics relative à la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation du crématorium sur la ville de Mende. Vu l'article L. 1411 et 4 du Code général de collectivité territoriale sur la base du rapport de principe joué en annexe présentant les principales caractéristiques de la future convention de délégation du service public à intervenir, rapport soumis à la CCSPL. Il est désormais proposé au Conseil municipal d'adopter le principe de recourir à une convention de délégation du service public relative à la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation d'un crématorium sur la ville de Mende pour une durée de 35 ans en base et de 40 en variant. D'approuver le rapport de présentation définissant les caractéristiques de la délégation du service public, d'autoriser M. le maire à en fixer et négocier les conditions précises conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, d'autoriser M. le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de publicité requise. Merci Mme Elisabeth Guillet. On a eu la commission des services publics locaux qui s'est réunie hier. Donc elle a mis un avis favorable sur la délibération qui vous est proposée. Pourquoi? Parce que l'opérateur qu'on a, qui s'appelle Merlin, il nous dit que si on reste sur les termes, on n'aura pas d'opérateur d'aller au bout de la démarche. C'est peut-être ce qui a chauffé d'ailleurs en 2015-2016. Et il nous dit aussi que la moyenne des délégations de services publics sur la France, c'est autour de 25, 30, voire 35 ans. Donc ici, comme on part de loin, voilà, proposer en base de 35 ans avec une possibilité de variante à 40 ans, ça paraît. Si on veut que le projet aille au bout, ça paraît ce qu'il doit, il faut essayer de mettre en œuvre. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires, des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté. Je recommande l'acquisition de matériel informatique à adhésion au RESA avec la commission du son. Par délibération du 22 février 2022, notre Assemblée a approuvé la constitution de groupement de commandes en vue de l'acquisition de matériel informatique avec la communauté de communes Cœur de Lozère et le CIS Cœur de Lozère. La ville est coordonnateur de ce groupement de commandes. Dans le cadre de l'acquisition de serveurs informatiques pour les 3 collectivités, le groupement de commandes a désormais la possibilité d'avoir recours à la centrale d'achat des IPV zones d'ajoutement hospitalier. Les tarifs obtenus par l'ESA en raison de son assiette nationale revêtent une attractivité certaine grâce aux économies d'échelle réalisées et permettent à nous, nos adhérents, de satisfaire aux exigences de publicité et mise en concurrence préalable. L'adhésion d'un montant de 2 500 € annuels pour du groupement composé de 2 à 4 bénéficiaires s'entend par année de marché pour la durée totale du marché. Il est proposé d'adhérer à la centrale d'achat du réseau des acheteurs hospitaliers.
de procéder au versement de la somme de 2500 € au titre de l'adhésion à cet organisme sur la base de 2 à 4 adhérents, la possibilité étant laissée au coordinateur de titrer ses frais d'adhésion auprès des autres adhérents, uniquement de demande, au prorata de leur utilisation du marché. D'inscrire les crédits budgétaires nécessaires à cette opération pour les exercices 2023 et suivants, d'autoriser M. le maire à signer le bulletin d'adhésion proposant et d'autoriser M. le maire à effectuer l'ensemble des démarches et à signer l'ensemble des pièces relatives à cette décision. Merci Madame Rousseau. Trois adhérents, et le centre intercommunal d'action sociale, si vous êtes d'accord. Est-ce qu'on a des questions, des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Le même procédé, je propose la question au CRE. Le CRE est un établissement public d'expertise de la fois nationale et locale. Au travers de son approche multidisciplinaire, sa maîtrise de la réglementation potentielle de recherche et d'innovation, il accompagne tant les collectivités territoriales que l'État dans la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de leurs projets en matière d'aménagement durable et de transition écologique. Les domaines d'activité s'articulant autour de la transition écologique visent à accompagner les stratégies de transition de l'aménagement des territoires au travers de l'expertise et l'ingénierie territoriale, améliorer l'impact des bâtiments sur le climat et leur qualité d'usage, favoriser les mobilités durables et sécurisées, sécuriser et pérenniser les infrastructures de transport particuliers face au changement climatique, maîtriser les risques naturels et les impacts sur l'environnement, le climat et la consommation des ressources de projets d'aménagement, transport, assurer la sécurité et le développement durable des activités maritimes et fluviales en maintien leur pression sur l'environnement. La collectivité souhaite s'associer à CEREMA afin de bénéficier de ses conseils pour les projets qu'elle sera amenée à mettre en place dans l'exercice de ses compétences. Il est proposé d'adhérer au CEREMA dans sa forme de collectivité, de procéder au versement de la somme de 65 € au titre de l'adhésion à cet organisme sur la base de 12 500 habitants sur le territoire communal, d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires à cette opération pour l'exercice 2023 et d'autoriser M. le maire à accomplir les démarches et à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Merci M. Romain. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si je comprends bien, on parle là donc d'environnement, d'écologie, d'énergie renouvelable. Si c'est un cabinet qui sert à travailler sur ces projets, il me semblait que nous avions deux élus qui étaient en charge de ces domaines-là. Si je me trompe, hein, bien sûr, on avait donc deux élus en charge des projets sur l'environnement, l'énergie, l'écologie. A priori, j'en déduisais qu'ils n'ont peut-être pas les compétences pour mener à bien ce type de projet, c'est pour ça que vous voulez faire appel à un cabinet de conseil. Enfin, c'est la déduction qu'on en fait. Je ne sais pas comment vous faites. Il faut un bureau d'études. Donc, ce que je vous propose quand même une solution, parce que on parle. Il faut aller voir ce que c'est le CDO. Est-ce que je peux finir de parler? Merci. Donc on parle de 625 €, c'est une somme certaine. Ce qu'on pourrait vous proposer pour éviter de faire payer les mandats comme à chaque fois, c'est de répartir cette somme sur les élus qui en ont la compétence et qui seront déchargés par le cabinet de conseil tout simplement. Voilà notre proposition en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Finalement, vous l'adoptez. Vous ne devez pas l'adopter. C'est une supposition et c'est une proposition. Et c'est une proposition. Ça visait encore une fois à systématiser les élus. C'est plus que limite. Alors, vous m'avez posé 4 questions. Avant d'avenir, c'est la partie gauche. Ça, on ne sait pas. Vous affirmerez votre position avant. On vous retourne le complément parce que c'est très difficile à suivre. Là, la remarque n'est pas Alors, les questions. Pouvez-vous nous donner les informations sur l'augmentation du tarif d'achat d'électricité dans la ville de Mende? Alors, je lis, compte tenu de la suppression progressive des tarifs régressifs de l'électricité pour les plus grosses collectivités locales, dont fait partie la ville, la communauté de communes de CIS, et donc répondre aux obligations de mise à concurrence, il a été opéré le choix de rentrer dans un groupement proposé par les syndicats d'énergie, donc c'est 11 départements, les SDE, et plus
plus de 2000 membres, il y a toutes les collectivités qui pouvaient y rentrer, qui y sont rentrées. Cela permet de profiter de l'effet de volume sur les prix et de mutualiser les procédures. Le marché actuel couvre la période 2023 et 2024. Le contexte général sur les énergies étant très compliqué ces derniers mois, le gouvernement de commandes assisté par un assistant à maîtrise d'ouvrage a fait le choix pour l'année 2023 de faire des prises de position dynamiques en 2022 plutôt que de prendre un prix ferme en début d'année. Donc à plusieurs périodes de l'année, ils ont pris des positions en fonction de l'évolution du tarif. Vu les évolutions très importantes du prix de l'électricité de 150 € le mégawatt à plus de 1000 € le mégawatt en fin août de l'année dernière, cette stratégie a permis, grâce à 4 prises de position, de limiter le coût moyen à 391 € le méga, au lieu de 189 € le méga en 2022. Ça a doublé. Pour les compteurs inférieurs à 36 kW, par exemple, l'augmentation est donc de 108% sur le prix final facturé. Les 3 collectivités offriront pour bénéficier de l'ensemble des dispositions d'aide mises en place par le gouvernement, amortisseurs, donc ce sera environ 10 centimes d'économie par kilowatt sur la partie consommation, plus filet de sécurité. J'ajoute avec les actions qu'on a mis en place sur l'éclairage public depuis 2017, les élections, le remplacement systématiquement par des aides, l'opération de flex dans le courant de l'année 2023, on arrive même en 2023 avec ces augmentations qui sont certaines à limiter l'augmentation de la facture qui sera quasi identique à celle qu'on a payée en 2022. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le budget de la ville. Par contre, sur tout ce qui est autre éclairage, les bâtiments par exemple, là on double le prix de la facture. On double moins, je vous ai indiqué, le filet de sécurité et l'amortisseur. Sur la question numéro 2, sur la question de vous communiquer le contrat d'achat d'électricité, le contrat précédent de la demande. Alors tout ça est disponible auprès du service de marché de la collectivité au premier étage de ce bâtiment. Question 3. Quelles mesures comptez-vous mettre en place pour absorber cette hausse? La commune mène depuis un certain nombre d'années une politique visant à optimiser la consommation d'électricité. Ainsi, depuis 2017, la ville procède à l'extinction du parti d'éclairage public, aujourd'hui programmé de 23h à 6h du matin, sauf le samedi. Les éclairages du centre-ville et les axes structurants restent aussi affinés. Toute la nuit semaine. J'ai vu d'ailleurs que dans certains villages, les axes structurants, ils éteignent. Cette action permet de réduire moi je dirais plutôt autour de 30% la consommation générale d'électricité, en kilowatts, bien évidemment, en prix. Depuis 2022, la collectivité procède au remplacement systématique de l'éclairage public par une aide. À ce jour, on a remplacé à peu près 1700 sur les 3100 à 200 points qu'on a, donc il en reste encore un certain nombre à remplacer. Et la consommation baisse à peu près autour de 70 à 80%. La consommation électrique, encore une fois, pas le prix. La consommation électrique, on la baisse de 70 à 80%, ce qui nous permet effectivement de limiter la hausse, de manière drastique, la hausse de la facture. La ville et la communauté de communes ont également lancé des études pour installer des panneaux photovoltaïques sur différents bâtiments. Ces investissements permettront, au cas par cas, de réduire encore la facture par l'autoconsommation de la revente totale de chaque production. Les investissements sont et seront réalisés dans les bâtiments communaux et intercommunaux pour réduire la consommation. Voilà, sur ce éclairage LED, le Green, on en a fait un certain nombre, on va continuer à le faire. Le gymnase de Pienco, par exemple, qui est maintenant complètement en LED, pour ce qui est l'éclairage de l'aire de jeu et des tribunes. Et donc là aussi, ça permet de diviser par plus que par deux la consommation électrique, mais aussi maintenant, quand on achète des ordinateurs, des services informatiques, on réduit chaque fois qu'on peut, on avait du LED, chaque fois qu'on fait des opérations dans tous les bâtiments pour limiter cette consommation électrique. La question numéro 4, qui est pas mal là aussi, pouvez-vous nous indiquer le montant total des frais de mission en 2022? Frais de déplacement, hébergement, restauration. Alors vous allez voir que je pense, plutôt vertueux, puisque le frais réel d'avion 363,37 €, pourtant je vais souvent à Paris, j'arrive à mutualiser avec la structure. Frais réels taxi, mais frais de 396,30 €, frais réels de partie, frais parking 121,80 €, frais d'essence 443,07 €,
frais réels de repas, 885 € et 30 centimes, frais réels d'hébergement, quand je suis à l'extérieur, 1271 € et 54 centimes. J'en profite pour dire et affirmer, quand je vais au restaurant, une fois sur trois, je paye avec ma carte bleue. Je ne me fais pas rembourser, je ne me fais pas facturer à la mairie. Je ne sais pas si tous les élus font ça. Je vous ai déjà dit à de nombreuses reprises que l'indemnité, je pourrais monter le maire, je pourrais la prendre à taux plein, que j'ai baissé en 2016 et que je rebaissais juste que c'était en 2017 ou 2018, on avait d'ailleurs baissé tous ensemble. Là. Donc je pourrais en fait récupérer 1015 € brut mensuels de plus sur les indemnités, que je fais pas. Alors je veux bien que toujours je me stigmatisiez de mauvaise gestion, que je dépense trop d'argent, que je ne sais pas quoi. Et là je vous montre qu'effectivement je suis responsable des deniers publics et que je ne fais pas n'importe quoi avec l'argent qui nous est confié par les contribuables. Je vous remercie, passez une bonne soirée.